qui est très très important, c'est de comprendre que le bien-être de l'enfant va passer vraiment par la qualité finalement de la communication entre ses parents séparés. On sait maintenant que ce n'est pas la séparation en soi qui est nocive pour l'enfant ou qui l'impacte de manière négative, mais beaucoup plus la mauvaise communication des parents après la séparation. On comprend qu'un enfant peut se remettre ou peut vivre une séparation sans forcément être atteint. Pour les parents qui sont dans ces situations difficiles, c'est important de se rendre compte que la souffrance des deux personnes qui se séparent est très différente de la souffrance de leurs enfants. Et donc, l'idée que le couple est en crise et qu'en même temps, ces deux parents peuvent rassurer les enfants par rapport à la suite et par rapport au fait que les relations entre les deux parents et les enfants peuvent être très bien préservées, ça me semble important. C'est tout un processus. On vient de se séparer, il y a un conflit qui a amené à cette séparation. La grande question étant comment est-ce qu'on peut redevenir en fait ou rester parents sans plus être un couple. Et ça, c'est tout un processus. Et on sait aussi aujourd'hui que généralement le conflit conjugal qui a amené à la séparation se résorbe au bout de quelques mois, au bout d'un an, et que normalement ensuite la vie se reconstruit, chaque parent en fait refait sa vie, le conflit s'apaise en soi et on peut devenir pleinement en fait coparents. Quand un couple se sépare, les deux personnes doivent vivre avec cette notion qu'il y a des différences. Mais ce n'est pas grave. Et pour les enfants aussi, ce n'est pas grave. Les différences entre les parents, ce n'est pas difficile pour les enfants. Ce sont les conflits sur ces différences qui rendent la vie de l'enfant très très difficile. Donc travailler avec les parents, la reconnaissance de ces différences, ça peut donner une base pour une acceptation qui va libérer l'enfant et dire alors chez maman c'est comme ça, chez papa c'est comme ça. Si les parents réussissent à adopter certaines règles qui sont les mêmes chez les deux parents, c'est positif pour l'enfant. Si ce n'est pas possible, qu'on est explicite par rapport à ces différences et que les parents montrent aux enfants qu'eux, ils se sont mis d'accord là-dessus. Ça, pour l'enfant, ça enlève toute une couche de tension et aussi la possibilité d'entrer dans le jeu entre maman et papa, parce que c'est clair que surtout quand l'enfant grandit, c'est très négatif pour l'enfant qu'il peut utiliser les conflits entre les parents finalement pour s'échapper un peu à toutes les règles. Respecter la différence, c'est en fait peut-être d'abord de prendre du recul et de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour soi-même, qui soit respecté ou qui soit commun, et sur quoi est-ce qu'on peut faire l'impasse. Chez maman, c'est important que l'enfant débarrasse la table parce qu'elle aimerait éduquer son enfant pour qu'il devienne responsable, autonome et qu'il aide à la maison. Peut-être chez l'autre parent, ce n'est pas forcément comme ça. C'est probablement un point qu'on peut à la fin finalement tolérer, que ce soit une différence et qu'on fasse différemment. Il y a d'autres points qui sont beaucoup plus sensibles. Je pense notamment à des questions de temps d'écran. Qu'est-ce qui se passe sur le téléphone, qu'est-ce qui se passe sur la tablette. Ça peut être des questions qui opposent en fait. Et ça, vraiment, si on se rend compte que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour soi, il vaut mieux aller en discuter avec un médiateur ou une médiatrice. Quand deux personnes sont en crise, ils doivent continuer à communiquer. Et le fil de la communication doit être maintenu et parfois ce n'est pas possible sans un soutien en médiation ou à travers un autre soutien professionnel. Dès qu'il n'y a plus de communication, les deux personnes commencent à interpréter le comportement de l'autre, on se sent un peu fragile et c'est parti dans une conflictualité qui n'était peut-être pas nécessaire, qu'on aurait pu prévenir. Donc une autre piste, c'est de privilégier en fait une communication orale directe avec l'autre parent. Tout message écrit grave en fait des mots et donc amène vers
la possibilité de mal interpréter ce qu'on essayait de dire. Donc les SMS, les emails, qu'on ait longtemps réfléchi ou pas à ce qu'on va écrire dans cet SMS ou dans cet email, et très souvent en fait comporte en fait un risque de mauvaise interprétation parce que le parent qui est encore en conflit ou qui est encore tendu par rapport à des travers ou des travers chez l'autre, en fait, va lire avec ses lunettes un SMS. La communication orale n'évite pas toutes les incompréhensions. Par contre, on a la possibilité en fait de réagir, de renommer les choses, de revenir sur un mot, de poser des questions, et donc permet en fait d'éviter un certain nombre de malentendus. L'idée qu'on ne parle pas mal de l'autre parent à l'enfant est hyper important, mais ce n'est pas seulement parler de façon active, parler mal de façon active de l'autre parent, c'est aussi indirectement dévaloriser ou dénigrer l'autre parent, donc rendre attentif les parents au fait que ça fait du mal à l'enfant, que l'enfant doit être libre à avoir une bonne relation avec ses deux parents. Et ça va encore plus loin pour moi, on doit aussi parler avec le contexte familial plus large, parce que parfois ce sont les grands-parents ou les oncles et les tantes qui parlent mal de l'autre parent en présence de l'enfant, et ça fait du mal à l'enfant. La première des pistes, elle n'est pas toujours simple à vivre en fait, c'est de parler en fait avec respect de l'autre parent, de parler de sa famille élargie, de ses cousins, de ses autres grands-parents, pour en fait faire exister l'autre famille chez l'enfant, pour qu'il puisse lui se sentir libre de les aimer et qu'il se sente le droit en fait, si le parent parle avec respect de l'autre parent et de l'autre famille, l'enfant pourra vraiment aimer librement en fait toute cette partie de sa vie qui l'emmène. Parfois j'ai des parents qui disent mais je veux que mon enfant connaisse la vérité. Bien sûr qu'il y a un niveau de communication qu'on peut avoir avec ses amis, avec d'autres adultes, et il y a un niveau de communication avec l'enfant. Et au moment de la séparation, c'est un défi pour les parents de rester dans le rôle parental. Et dans le rôle parental, il n'y a pas une question de dire la vérité à l'enfant, parce que cette vérité peut mettre l'enfant dans un conflit de loyauté vis-à-vis l'autre parent. J'avais en face deux parents et un des deux avait trompé l'autre et ça avait créé cette grande crise très très douloureuse. Et puis le parent qui avait été trompé, à un certain moment, dit à l'autre parent: « Je te promets que je dirai jamais à notre enfant qui avait 5 ans à l'époque, je dirai jamais à notre enfant que tu m'as trompé. » L'autre parent a sauté dans le bras du parent qui a eu ce courage de dire mais non, ça c'est pas une information que notre enfant doit avoir, parce que avec cette information, l'enfant entrera dans une phase où dire mais est-ce que maman, papa est méchant parce qu'il ou elle a fait ça. Et alors c'est ce genre d'éléments qu'on essaie de ne pas communiquer à l'enfant, mais c'est pas une question de mentir à l'enfant, c'est plutôt cette optique de ne pas mettre l'enfant dans un conflit de loyauté. C'est pas possible pour tout le monde de s'intéresser à l'autre famille, de s'intéresser à ce qui se passe dans l'autre temps. Mais si on a cette possibilité-là, c'est formidable de faire, par exemple, exister un parent par des photos, ou la famille élargie, ou la grand-mère par des photos, dans sa chambre, quand il y a eu un événement significatif, comme un anniversaire, ou une sortie, ou un spectacle, fait avec l'autre famille, de poser quelques questions. Après, c'est peut-être pas possible tout de suite. Donc, mais le jour où c'est possible, je pense que c'est un très bon signe qu'on a dépassé en fait un seuil et qu'on est en train d'aller vers un apaisement. C'est hyper important qu'un engagement pris est respecté. C'est fondamental. Le pire est qu'un parent dit qu'il fait quelque chose et il ne le fait pas. Le problème pour moi, ce n'est pas qu'il ne le fait pas. Le problème est qu'il avait dit qu'il allait le faire. Donc pour reconstruire la confiance ou pour éviter que la confiance se perde, c'est hyper important que les engagements soient respectés. Moi, je dis aussi toujours, on fait des petits pas.
Si la confiance est absente, on doit faire des tout petits pas. Tu vas prendre l'enfant à 4h30 à l'école, tu l'accompagnes chez... et ça aide à maintenir un contexte de confiance ou de le recréer. Et c'est vrai que c'est un point fondamental. Peut-être une autre piste pour des aspects beaucoup plus pratiques serait d'essayer de s'accorder en fait sur des mini-engagements. Par exemple, pour un parent, la ponctualité est un vrai besoin et qu'il est en colère si l'autre parent n'est pas ponctuel, de s'engager en fait dans la mesure du possible à être ponctuel. Ça, c'est un mini-engagement. Et ce type d'engagement, ce type de mini-engagement, en fait, on peut en faire sur plein de choses différentes. On peut s'engager à ne pas se faire la bise, mais à se dire bonjour de manière bienveillante, mais sans se faire la bise. Si le fait de faire la bise indispose l'un des deux parents. Voilà, c'est des choses très très pratiques et parfois on n'a pas conscience en fait de l'importance qu'ont des détails pour l'autre parent et puis en fait ça crée des tensions pour rien. Le but étant toujours d'aller vers une entente qui est raisonnablement satisfaisante pour tout le monde et toujours avec le bien-être de l'enfant donc dans la tête. En médiation, on rédige parfois des plans de coparentalité où on entre vraiment dans tous les petits détails d'une collaboration parentale. On peut s'imaginer qu'autour des anniversaires des enfants ou des fêtes religieuses, il y a plein de petites choses qui doivent être décidées. Il y a les activités des enfants, parfois les enfants font des compétitions et on doit voir si les deux parents peuvent être présents à un championnat suisse. Alors, c'est important que les parents en parlent tranquillement et trouvent des pistes. Être créatif, c'est très difficile quand on est en colère. Et donc, apaiser la situation pour reconstruire cette créativité où on cherche des pistes, on cherche des solutions, on n'est pas là à dire tout de suite oui ou non, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu en penses, mais peut-être, mais si on faisait comme ça. Alors cette façon de communiquer, on doit le reconstruire parfois et un plan de coparentalité peut contenir donc tous ces éléments où les parents vont trouver des pistes pour reconstruire une vraie coparentalité. Donc les moments de transition familiale, c'est-à-dire les moments où l'enfant passe d'un parent à l'autre dans le calendrier de garde, sont des moments qui sont sensibles, si ce n'est délicats. Donc comment organiser ces transitions familiales de la manière la plus bienveillante possible, c'est déjà prendre un peu de recul sur soi et savoir comment est-ce que moi en tant que parent je réagis en fait dans ces moments-là. Qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me fait mal et qu'est-ce qui me tend. En fonction de cette mini-analyse qu'on fait sur soi-même en fait, dans une situation pareille, proposer en fait, à l'autre parent que les transitions se passent à tel endroit. Si c'est difficile à la maison, proposer que ces transitions se passent plutôt à la crèche et qu'on se passe l'enfant, surtout si c'est un petit enfant, plutôt à l'école ou à la crèche. On trouve parfois des solutions pour éviter que les parents se trouvent ensemble dans la même pièce. Par exemple, un parent dépose l'enfant à l'école et c'est l'autre parent qui vient prendre l'enfant à la fin de la journée. Moi, je dirais que ça reste utile que les parents travaillent cet aspect parce que pour les enfants, c'est vraiment rassurant voir que les parents se traitent avec du respect et avec la dignité. Mais c'est vrai que ce moment de passage peut être difficile et c'est bien qu'on en parle en médiation.